On va passer maintenant à un autre sujet enfin, qui a un fort impact sociétal, c'est le langage juridique, hein, parce qu'effectivement, le langage juridique, on voit facilement que le citoyen non averti, il n'a pas accès au sens des textes juridiques, et donc, et pour cela, nous allons aborder le projet Juribase. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va parler à deux voix. Ce projet Juribase, en fait, s'inscrit dans un projet plus général qui réunit un certain nombre de collègues de France et de l'étranger pour la description des noms d'humains, donc travailleurs, universitaires, étudiants, etc. Ce qui peut paraître assez trivial, mais en fait, on se rend compte que c'est une catégorie du lexique qui a été assez peu étudiée, en tout cas dans le domaine linguistique, et qui pose des tas de problèmes de catégorisation, de représentation plus ou moins juste ou erronée sur le sens qu'on peut avoir sur certaines dénominations. Et donc, en fait, Juribase est un module qui s'inscrit dans le cadre de ce projet qui s'appelle NUMA et qui était motivé précisément par les raisons que vous avez indiquées, dans la mesure où on s'est rendu compte que le locuteur lambda était assez peu au fait des acceptions parfois plus précises ou parfois paradoxalement plus générales que le signifié d'une même unité lexicale peut avoir dans le domaine juridique. Et donc, c'est ce qui nous a amené à déposer un projet auprès de la DGLFLF qui associe des juristes et des linguistes pour essayer de montrer, enfin le but était de faire une espèce de module un petit peu, enfin, comme de la traduction, sauf que là, on parle du français au français, et donc de montrer l'équivalent juridique d'un terme en français standard, avec la définition et avec le contexte d'occurrence, parce qu'on se rend compte aussi que les contextes d'occurrence des termes en français standard et des termes en langage juridique ne sont pas du tout les mêmes. Le but à terme est de construire une base de données que mon collègue Jean-Paul Meyer va vous présenter dans 2 minutes. Alors, pour aller droit au but et pour décrire les enjeux sociétaux, donc il va de soi effectivement qu'un bon citoyen est un citoyen informé, et donc l'accès à ce langage juridique particulier peut être aussi une source de meilleure information. C'est un lexique qui a été peu décrit, et le langage juridique nous sert aussi un petit peu de terrain d'observation, parce que les modes de formation de ces termes sont à peu près les mêmes que ceux du langage courant. Donc ceux qu'on fait à vaste échelle, ou l'analyse sémantique ou linguistique qu'on peut faire à large échelle, se retrouve également dans le domaine juridique. C'est aussi un lexique qui est en constante évolution, hein, comme toute unité lexicale, avec, comme le disait le collègue, des formes de néologisme qui arrivent, des changements linguistiques aussi assez intéressants qui vont dans le domaine de l'euphémisation, sous l'influence, on imagine, du politiquement correct. On ne parle plus tant d'employés que de salariés, ou maintenant que de collaborateurs, hein, ce qui est une façon un petit peu déguisée de masquer la hiérarchie sociale qui peut s'imposer. Et puis le lexique des humains comme le lexique juridique constitue l'enjeu de débats sociétaux actuels. On a parlé tout à l'heure de la féminisation ou de la démasculinisation du langage, avec aussi dans le langage juridique des questions liées aux identités transgenres qui posent aussi des problèmes de dénomination. Donc, premier enjeu sociétal, c'est le fait que le citoyen ou le locuteur peut avoir une meilleure connaissance du langage standard et du langage juridique. Je précise aussi qu'on travaille avec des collègues allemands, des collègues anglicistes et des collègues aussi bulgares, c'est tout à fait anecdotique, mais peu importe. Et donc, ça nous permet aussi d'envisager le problème sous ses aspects translinguistiques. Dernier point sur les retombées sociales ou sociétales, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'avoir des modes de collecte de nos données qui permettent de solliciter le grand public. Dans le projet général sur les noms d'humains, on s'est livré à des enquêtes sous forme de questionnaires, et dans le langage juridique, notamment, on va constituer une base de données dont une des perspectives pourra aller vers l'alimentation par des locuteurs tout venant, pour dire les choses un petit peu brutalement. Et là, je laisse la parole à mon collègue Jean-Paul Meyer.
Merci. Effectivement, l'idée est de construire le corpus. Le projet est en cours, le corpus est en cours de construction, et de le construire sur la base de définitions naturelles. Donc il ne s'agit pas de vider, d'extraire d'un dictionnaire l'ensemble des noms d'humains ou l'ensemble des noms d'humains à vocation juridique, mais de faire produire la définition par les usagers, qu'ils soient du langage courant ou les usagers du droit. Et de comparer ensuite cette définition avec le mode de structuration ou de formation morphologique du mot ou de la classe sémantique à laquelle il appartient. L'exemple donné d'employé salarié par rapport à collaborateur, ça représente aussi un changement lexical et morphologique qui peut donner une information sur cette mutation. On peut également ainsi, avec cette base de données, on pourra comparer les catégories sémantiques avec le mode de construction et éventuellement la différence de sens entre le sens courant et le sens juridique, donc sur la base d'une base statistique d'un corpus devenu suffisamment important. Ce qui veut dire que nous avons construit la base sur une forme d'interrogation à l'aide d'un formulaire standard. Pour l'instant, à notre niveau, c'est-à-dire nous sommes 20 à 25 informateurs contributeurs, car c'est la phase de test et de correction. Il faut tester les champs que nous avons mis en place, la variation, le suffixe, est-ce que le champ sémantique, la classe sémantique, est-ce qu'il en faut une, est-ce qu'il en faut deux, est-ce qu'il faut une sous-classe? Nous sommes actuellement dans cette question. La correction va être terminée à l'automne et nous allons pouvoir passer à une diffusion un peu plus large par l'intermédiaire du questionnaire via un site internet, pour que des locuteurs, juristes ou non juristes, puissent également intervenir et également commenter, corriger, ajouter quelque chose, notamment du côté des contextes ou des collocations, comme l'a dit Catherine à l'instant. Pour vous donner un exemple, si vous prenez le mot usager, une définition naturelle qui a été donnée sur la plateforme, c'est une personne qui utilise un service, un domaine, un ouvrage. On peut à peu près admettre que voilà, si je vous demandais là de définir un usager, vous pourriez produire quelque chose comme ça. Ce n'est pas extrait du Petit Robert ou du Trésor de la langue française. Le juriste, spontanément, le juriste de l'équipe ou le juriste sollicité nous dit personne qui est titulaire d'un droit réel d'usage. Et donc, évidemment, il rajoute son vocabulaire à lui. Pour lui, l'important, ce n'est pas le fait d'en utiliser, mais c'est d'en avoir le droit. Un droit réel qui peut être confirmé, qui peut être opposable, etc. Ce qui veut dire que sa définition va faire intervenir des éléments qui, même s'ils ne sont pas spécialisés, c'est une définition naturelle, juridique naturelle, elle ne sort pas d'un Dalloz, va faire intervenir des mots, le mot titulaire qui n'y était pas, donc qui va nous renvoyer à un autre nom d'humain titulaire. Qu'est-ce que c'est qu'un titulaire pour le juriste? Un autre exemple, je ne vais pas vous abreuver d'exemples comme ça, mais qu'est-ce que c'est qu'un cadre ou une cadre? Personne qui exerce une fonction d'encadrement du personnel ou de management au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Voilà une définition comme ça, tapotée au clavier par un locuteur standard. Le juriste nous dit une personne qui occupe une position élevée dans une classification d'emploi en raison de ses compétences et attributions. Ce qui veut dire que pour lui, ce n'est pas réellement la fonction qui va définir le cadre, mais la position. Alors évidemment, ces questions-là vont apparaître dans la comparaison, dans le lexique comparé. Catherine disait qu'il y a une comparaison interlangue et intralangue. On peut parler d'une sorte de traduction. Il s'agit d'aligner en réalité ensuite les corpus, de renvoyer l'usager d'un mot à l'autre, ou à l'intérieur de la définition d'un mot apparaissant. Je vais vous donner l'exemple de titulaire. Qu'est-ce que je fais de titulaire? Voilà, actuellement, la base n'est pas encore utilisable, ou je ne pourrais pas vous dire allez voir sur tel site et contribuer s'il vous plaît. Vous le ferez à partir de 2019.
Pour l'instant, nous sommes encore dans la phase de rodage, de correction de ce que nous avons nous-mêmes produit, avec toutes les discussions que cela entraîne. Est-ce un choix lexical? Ce choix morphologique est-il pertinent, etc. Et pour finir, pourquoi ce travail sur les différents champs? Nous cherchons à établir aussi une sorte de... éventuellement des constantes. Nous faisons l'hypothèse d'un certain nombre de constantes sur la construction en fonction du suffixe. Tel suffixe peut-il prédire tel emploi, telle classe, ce qui serait intéressant justement dans une consultation, lorsque la base de données deviendra un outil de construction de lexique, de traduction, etc. Il faudra qu'elle puisse avoir un certain nombre de vertus prédictives par rapport à justement la construction morphologique ou la classe sémantique du mot en question. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, je ne peux pas surtout vous appâter avec des exemples. Notre site s'appelle Nom d'humain, vous le trouverez en utilisant votre moteur de recherche préféré, mais vous verrez que pour l'instant la page base de données et la page formulaire est en construction. Mais revenez en 2019, c'est promis. Merci de votre attention.